Je range mon bureau numéro 96, avec beaucoup de vidéos en retard, donc je vais essayer rapidement d'en faire une. Une vidéo suite à une rencontre qui s'est faite mercredi dernier, à mon instigation et à celle de ma collègue, surtout Priscille Atoy, qui est spécialiste de linguistique et de sociolinguistique, qui est une collègue de l'université de Tours. Et nous avons organisé mercredi dernier un petit événement recherche avec deux communications, une de Priscille, une de moi-même, autour du plurilinguisme, des identités plurielles, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue littéraire, et puis surtout avec un entretien, rencontre, conférence, un petit peu tout ça à la fois, avec une écrivaine mauricienne, contemporaine, Mariam Cheikh Farid. C'était autour de son roman « Le syndrome de l'accent étranger ». Alors, lors de cet événement, qui s'est malheureusement déroulé en hybride, c'est-à-dire avec un échange en distanciel via une visioconférence Teams avec l'écrivaine. Alors pourquoi je dis malheureusement, pourquoi je dis hélas, parce que normalement ça devait se produire en présentiel, Mariam Cheikh Farid devait venir, on avait réservé l'hôtel, on avait réservé les billets de train, tout était bon, et puis le matin même du mercredi, son train était annulé, et donc elle ne pouvait pas avoir sa correspondance à Paris dans les temps pour pouvoir être là l'après-midi. Donc on a quand même maintenu ça. Il y avait une vingtaine de personnes dans la salle en présentiel à la Maison des Sciences de l'Homme de Val-de-Loire, tout près de Lyon, dans le quartier de Lyon, à Tours. Et puis il y avait aussi une dizaine de personnes dans la conversation Teams, dont Mariam Cheikh Farid elle-même. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement certains des livres dont j'ai parlé lors de ma communication sur l'inscription plurilingue, sur le plurilinguisme dans un certain nombre de textes ultra-contemporains de l'île Maurice. Donc je m'étais concentré vraiment sur des textes d'écrivaines mauriciennes. J'avais choisi que des écrivaines et uniquement de l'île Maurice et uniquement extrêmement contemporaines. Le texte le plus ancien étant le roman de Shehnaaz Patel, Le silence des Chagos, qui date de 2005, même si cette édition est une réédition de 2018, et dans laquelle, je crois, il y a une préface ou une postface qui a été ajoutée. Voilà, une postface, Chagos, un demi-siècle de combat par Shehnaaz Patel, qui a donc été ajoutée par l'autrice à l'occasion de cette réédition de 2018. Donc, mon corpus était uniquement constitué de textes extrêmement contemporains. Donc, comme je vous l'ai dit, le roman de Shehnaaz Patel, c'est vraiment le texte le plus ancien, 2005. Presque tous les autres datés d'entre 2019 et 2022, avec 3 exceptions. Le texte que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, dont je ne vous parlerai pas, c'est justement celui dont il a été surtout question, le roman de Mariam Cheikh Farid, Le syndrome de l'accent étranger, paru aux éditions Philippe Ray en 2021, reparu tout récemment au mois de novembre ou décembre, je crois, en poche, en j'ai lu. La raison pour laquelle je ne pourrais pas vous en parler, c'est parce qu'après la conférence, je l'ai prêté à une de mes collègues qui, suite à la conférence de Mariam Cheikh Farid, a eu absolument envie de lire ce livre. Et moi, évidemment, je prête mes livres, donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que je ne peux pas vous en parler. J'avais acheté de toute façon 4 ou 5 exemplaires aussi du livre en collection de poche, et j'ai un peu distribué dans tous les sens, et c'est pareil, le livre de poche, je ne l'ai plus, parce que tous mes exemplaires ont été donnés, circulent, je ne sais plus trop où d'ailleurs, mais voilà, au moins ça circule, c'était un peu l'objectif aussi de ce petit événement, qui était l'occasion de faire un peu du véritable pluridisciplinaire, et de l'interdisciplinaire, avec ma collègue Priscille Atoy. C'était intéressant parce que nos deux communications étaient extrêmement complémentaires, puis c'était l'occasion pour moi de creuser, de commencer à creuser, parce que je suis très très loin d'avoir fait le tour, ni même d'avoir commencé réellement le tour, mais d'avoir au moins commencé à creuser la connaissance des écritures issues de l'île Maurice. Donc, pour vous parler de ces textes-là, eh bien, il y avait un texte traduit de l'anglais, c'était le seul de mon corpus, que j'ai lu aussi en anglais, Reamble de Priya Hine. Alors, Reamble, c'est un texte qui est paru très récemment en anglais, qui est d'ailleurs sorti, je crois, en traduction française avant de sortir dans l'original en anglais. Le texte anglais, moi, je l'ai lu sous forme de e-book, donc je ne peux pas vous le montrer matériellement. Ça, c'est la traduction aux éditions Globe, les éditions Globe qui font un très très bon travail, on les voit de plus en plus d'ailleurs. Et il est à noter que ce texte de Priya Hine, il est traduit en français par Adia Tegali et par l'autrice elle-même. Donc c'est un peu l'idée. Donc, c'est un texte qui raconte, en fait, c'est un roman un peu
de formation, hein, un roman de maturation. C'est un roman sur des personnages qui sont des adolescents, et ici avec une attention particulière sur la question, bien justement, comme très souvent dans les littératures mauriciennes, des classes sociales, des endroits, des espaces, singulièrement la plage, hein, c'est vraiment un chronotope qui revient dans d'autres romans aussi, la plage le soir, la plage l'après-midi, comme lieu de rencontre des classes sociales, hein. Et donc c'est un texte qui travaille toute cette question-là, et c'est un texte que moi je trouve très émouvant à de nombreux égards, qui utilise pour le coup énormément d'éléments plurilingues. Il y a beaucoup de créole mauricien, ça fait partie des éléments très importants dans les textes contemporains mauriciens, hein, mais qui utilise aussi une véritable variation générique, hein. Il y a des chapitres qui sont extrêmement courts, qui sont des phrases. Il y a des chapitres qui sont beaucoup plus classiquement narratifs. Il y a aussi des chapitres en vers. Et puis, il y a des chapitres qui sont des recettes de cuisine, hein, comme la recette du satini pomme d'amour, hein, que vous trouverez à la page, je ne veux pas dire de bêtises, à la page voilà, 122 de cette édition, de cette traduction. Et donc, il y a quelque chose de très, très beau dans ce texte-là. Alors, une des choses qui m'a marqué un petit peu, et dont je n'ai pas parlé, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai commencé à travailler, dont je n'ai pas parlé dans ma communication, mais qui est quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est le rapport à l'intertexte de ces textes extrêmement contemporains, le rapport à une véritable tradition littéraire mauricienne, c'est-à-dire que plusieurs de ces écrivaines veulent vraiment mettre en avant un patrimoine littéraire mauricien. Ici, dans le cas de Priya Hain, c'est évidemment Malcolm de Chazal, hein. Si vous ne connaissez pas Malcolm de Chazal, grand conseil de lecture, bien sûr, milieu du XXe siècle, hein, philosophe, essayiste. Je dois avouer que j'ai un peu de mal avec Malcolm de Chazal, c'est vraiment pas un écrivain que j'ai de la facilité à lire. Et là, on le retrouve, hein, sur le mur opposé sont alignés des dessins et des peintures de bateaux et de dodo aux couleurs vives. Les dessins en traits enfantins me rappellent ceux que j'ai vus sur des cartes postales. Je me rapproche de l'un d'eux, baissant légèrement la tête, je lis le nom Chazal, peint en lettres cursives dans le coin droit. Ce nom de famille me dit quelque chose. Il m'apparaît soudain que je me tiens devant l'œuvre originale de l'artiste franco-mauricien dont on nous a parlé en classe, Malcolm de Chazal. Et donc voilà, ici présenté plutôt sous son versant pictural. C'est vrai que ce n'est pas le côté le plus connu de l'œuvre de Malcolm de Chazal. Donc là, voilà, donc c'est un peu aussi pour commencer aussi à penser à l'étape d'après, parce que là, ces livres-là, je fais une vidéo, je range mon bureau, ça veut dire que je vais quand même les ranger sur les étagères, mais on a quand même en tête de continuer et de véritablement approfondir cette étude interdisciplinaire, linguistique, socio-linguistique, littéraire, narrative, poétique, et puis surtout, comment dire, dans la question linguistique, il y a évidemment la question de la traduction, parce que c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et donc on aura l'occasion de réapprofondir. Autre texte que j'ai lu et dont je me suis un petit peu servi pour cette communication, hein, il a un peu souffert de mes différents voyages, notamment le bandeau a pas mal souffert, c'est aux éditions L'Atelier des Nomades, excellente maison d'édition là aussi, le Cantique du Rasta de Sharon Paul, et Sharon Paul, en dépit de ce que son nom pourrait laisser penser, est bien une écrivaine francophone. Les noms mauriciens sont d'une très grande complexité et à peu près pas transparents comment dire... pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas du milieu, ce qui est mon cas évidemment. Et le Cantique du Rasta, en fait, s'inspire d'un fait divers, hein, qui est un fait divers de février 1999, dans lequel un chanteur populaire, dont la carrière commençait à peine, a été arrêté lors d'un concert, a été arrêté lors d'un concert, puis est mort, en fait, en détention, ce qui a donné lieu à des émeutes. Et en fait, Sharon Paul s'est servi de ce petit fait divers, de ce grave fait divers, pour construire ce petit livre. Voilà, c'était un grave fait divers, petit livre. Alors c'est un petit livre, ça se lit vraiment en 2 heures, hein, ça fait une petite centaine de pages, et c'est très très beau. J'ai trouvé ça très émouvant. Il y a une véritable réflexion en fait sur la musique, c'est-à-dire sur les danses, sur la musique, sur les mélanges musicaux, sur le métissage musical aussi, hein, qui est différent en fait du métissage social ou parfois de la
très faible perméabilité des frontières entre classes sociales. C'est un très beau livre sur la manière dont des personnes qui vivent dans la capitale à Port-Louis ignorent en fait tout un pan de leur histoire et ignorent aussi toute une série de catégories de populations et des régions, aussi des endroits de l'île Maurice, qui est un petit territoire, mais qui malgré tout recèle un certain nombre de zones ignorées. Donc le livre, il témoigne de cette exploration qui est une exploration mémorielle, qui est une exploration culturelle, qui est une exploration évidemment artistique par la figure du Rasta. C'est un véritable... Alors, tiens, tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai dit Bildungsroman ou pas à propos de Riambel, mais ici on pourrait dire Künstlerroman, si on continue à utiliser les catégories narratives de langue allemande, c'est un roman d'artiste, parce que oui, c'est un roman sur l'éclosion et sur la réflexion sur ce qu'est un artiste et sur la manière dont un artiste se ressent lui-même. Et ça, c'est vraiment très, très, très juste. Et donc, Sharon Paul, elle croise ces différents fils de manière vraiment très, très, très émouvante, très habile et assez simple en même temps. C'est très travaillé et ça ne se ressent pas en tant que tel. Alors, j'ai corné plein de pages, je ne sais pas lesquelles je vais citer. Il y a plusieurs paragraphes qui commencent ou qui se terminent par des chants aussi, ce qui est évidemment relativement logique. Allez, on va lire ça, page 42. Vas-y, Nas, lui avait conseillé Mémoire, mais fais attention, les Rastas de Chamarel sont fiers. Fiers l'interrogea Nas. Oui, mon fils, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont les dignes descendants des esclaves. Ils se sont retirés de la société et ils ont construit un petit village dans les montagnes de Chamarel. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Le savoir se transmet de génération en génération. Ils se protègent des systèmes que les hommes ont mis en place. Ils ont un immense respect pour la terre. Ils ne mangent pas d'animaux. Et les seuls préceptes qu'ils suivent sont ceux du dernier roi d'Éthiopie. Et Dimbi est leur chef, demanda Nas. Si on veut, répondit Mémoire. Mais comme je te le disais, les Rastas de Chamarel et les systèmes, ça fait deux. Je connais Dimbi. S'il t'a demandé et qu'il t'a invité à venir le voir sur ces terres, c'est que tu n'as rien à craindre. Il n'avait pas peur, il appréhendait simplement les choses. Les Rastas de Chamarel étaient connus pour la défense de leur histoire et de leurs origines. Nas se dit que Dimbi lui demanderait sûrement des comptes à propos de ses dreadlocks. Lui qu'on appelait désormais le chanteur Rasta, que savait-il des Rastas pour arborer leur crinière? Ça devait être ça. Et puis, contrairement au peuple de Nimbi, lui, Nas, s'était laissé engloutir par le système. Il permettait aux monstres féroces de se moquer de lui et de ses ancêtres. Le monstre leur disait « Voyez, je vous donne du pain moisi. Quand vous ouvrez le sac, la moisissure entre par vos narines, dans vos yeux et laisse un goût âcre dans votre gorge. Et vous, que faites-vous ? Vous vous bouchez les yeux, la bouche et le nez pour essayer d'enlever la moisissure. Vous retenez votre respiration. Une seule miette a été épargnée, certains la mangeront, mais la majorité d'entre vous la laissera aux chiens. » Cette nuit, Nas passa des heures à cogiter à sa visite prochaine sur les terres de Chamarel, puis il rêva de son père. Ce dernier avait toujours cette tourterelle posée sur la tête. Nas ouvrit un tiroir de l'armoire de son enfance. Il vit son père en sortir. C'est la tourterelle qui émergea la première. L'homme déposa une valise à ses pieds et retourna dans son tiroir. Vous voyez comment dans l'écriture, on passe d'un dialogue qui annonce un épisode du récit vers l'anticipation par le personnage principal, Nas, le Rasta du titre, le Rastaman, le chanteur et musicien, comment il anticipe, comment il réfléchit à sa propre légitimité, avec une réflexion évidemment sur la chevelure et sa signification politique et historique, et puis comment ça débouche vers quelque chose de plus onirique avec le discours direct, la voix de ce monstre énigmatique, le monstre féroce, qui est le monstre du pouvoir, évidemment, qui est le monstre de l'écrasement capitaliste aussi, c'est comme ça que je le comprends, et ça dérive ensuite vers le récit du rêve. Et tout ça se passe vraiment d'un paragraphe à l'autre. Là, je vous ai lu une page et demie, et il y a toute cette complexité, il y a tout ce tissage qui est là en une page et demie, en fait. Donc c'est vraiment un roman très, très, très fort. J'aime beaucoup. Alors, j'ai parlé rapidement d'un texte important que je n'ai pas chroniqué, je crois, dans les vidéos Je range mon bureau, parce que c'est un texte que j'ai lu avant de commencer à faire de la vidéo, avant le vlog, avant Tanner 45. Peut-être pas, en fait. Je vois qu'il est de 2017. Bon, je sais pas.
J'ai pas le souvenir d'en avoir parlé en vidéo. J'ai parlé d'un certain nombre de textes d'Ananda Devi. J'avais même fait une vidéo sur Ananda Devi uniquement dans le cadre des 29 contemporaines. Mais celui-là, j'ai pas le souvenir. Alors, il se trouve que ce texte-là, il a été un peu confisqué, hein, mais je le dis gentiment, confisqué par mon épouse parce qu'elle a mis ce texte au programme de ses classes de première plusieurs années de suite, à tel point qu'à un moment donné, il était épuisé. Et puis les éditions Bruno Doucet l'ont réédité récemment. Et en plus, bon, je crois qu'elle avait, via les interrogations de bac, etc., il y a des collègues qui avaient interrogé sur ce texte-là, qui avaient interrogé ses élèves au bac, à qui ça a donné l'idée de le donner à lire à leurs élèves. Donc je crois que dans la région centre, il doit y avoir... J'en sais rien, j'exagère, mais si ça se trouve, il y a les 3/4 des exemplaires de ceux du large d'Ananda Devi qui se vendent en fait en région centre. Bon, si tel est le cas, c'est assez amusant. En tout cas, les éditions Bruno Doucet l'ont prévenu quand ils ont réédité le texte. Et il est à nouveau disponible. Donc voilà, donc c'est pour dire, c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai pas parlé. Il est rarement de mon côté, on va dire ça comme ça. Il n'est pas rangé, il n'est pas de mon côté non plus. Et ce texte-là, la raison pour laquelle j'en ai parlé mercredi dernier, c'est parce que là, la question du plurilinguisme, elle s'exprime différemment. Les autres livres dont j'ai parlé sont généralement des proses narratives, dans lesquelles le plurilinguisme ou la bivocalité ou la polyphonie, ce sont 3 concepts barthiniens différents. Je ne vais pas refaire ma communication maintenant, je ne vais pas faire un cours maintenant, mais s'expriment dans le récit, c'est-à-dire dans la langue du récit, par des mélanges, par des croisements. Dans le texte de Ceux du large, qui est un poème sur les réfugiés ou les migrants noyés en mer, dans ce recueil-là, le plurilinguisme, il s'inscrit dans la forme même du livre et dans le fait qu'il s'agit d'un recueil trilingue. C'est annoncé dès la page de faux titre, Ananda Devi, Ceux du large, librement traduit en anglais et en créole mauricien par l'auteur. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a certains éditeurs qui continuent à utiliser auteur, qui est un terme sans aucune espèce de légitimité, mais bon, peu importe. Et donc voilà, de la page 9 à la page 31, il y a le texte français de Ceux du large, puis Afloat, qui est la version anglaise écrite là encore par Ananda Devi elle-même, et enfin Ban Noyer, qui est la traduction en créole mauricien, ou la version en créole mauricien que je ne me risquerai pas à lire, mais je vais vous lire quand même un des poèmes en français. Bâillons des rituels sur les bouches fermées, les temples font serment, de haute certitude. Sacrifices et meurtres, le train-train quotidien. Entre les murs des temples, les croyants silencieux glissent à genoux, n'écoutant ni l'onction de leur sexe, ni la joie simple du plaisir. Les belles formes des dieux somptueusement marbrées me parlent d'abîmes glaireux. Mais l'écriture sur les murs ne répète qu'un seul mot. Interdit, interdit, interdit. En fait, j'ai assez envie quand même de lire, j'ai pas trop le temps, mais c'est pas grave, de lire la traduction anglaise par Ananda Devi. Mouths are gagged with rituals, temples swear to certainties. Sacrifices and crimes, nothing but daily routine. Between the temple walls, the silent faithful crawl on their knees, ignore the soft unction of their sex, the glutinous spell of desire. In the bodies of shapely gods, made sumptuous with marble and gold, crevices shed, glistening drops, tears of secret fires. But on the wall, the writing says only one word, forbidden, forbidden, forbidden. Et j'étais en train de regarder, parce que j'improvise complètement, j'avais pas totalement prévu d'ailleurs, totalement choisi quel poème lire, je connais très bien ce recueil, en français, puis j'improvise complètement la lecture en anglais aussi, et quand j'ai dû lire Tears of Secret Fires, pardon, j'ai pas trop su, sur le coup, si c'était Tears ou Tears, mais c'est bien Tears, les larmes et pas les déchirures, parce qu'en fait, il n'y a rien en français qui correspond à ça. Les belles formes des dieux somptueusement marbrées, in the bodies of shapely gods made sumptuous with marble and gold, bon, ok, me parle d'abîmes glaireux, crevices shed glistening drops, bon, tears of secret fires. Et donc là, il y a vraiment autre chose dans le poème en anglais de Devi, ici, il s'affranchit vraiment de la... Donc c'est pour ça, librement traduit, c'est vraiment une réécriture, une réinterprétation aussi par moment.
elle tire sur un autre fil que celui qu'elle avait tiré un peu à la marge, comme ça, dans le texte français d'origine. Je vais parler de deux textes de Shehnaaz Patel, Le silence des Chagos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis Funambulé. Donc Le silence des Chagos, je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, roman de 2005, republié en 2018. Et puis Funambulé, paru aux éditions Projectile l'an dernier, en 2022, dans la collection, je sais jamais, c'est la collection Fikra, voilà, hein, la collection dans laquelle des écrivains, en l'occurrence des écrivaines, je crois, puisqu'il y a aussi un texte d'Ananda Devi, un magnifique texte d'Ananda Devi dans cette collection, Deux mâles et une marmite. J'ai commencé une phrase que j'ai jamais terminée, mais bon. Voilà, donc ça c'est sorti en 2022, et c'est donc Funambulé, c'est un texte de Shehnaaz Patel sur l'écriture, dans laquelle notamment d'ailleurs elle parle aussi de l'écriture du silence des Chagos. C'est un passage que j'ai cité lors de ma communication mercredi. Et c'est pas ça que je vais lire. Je vais vous lire un extrait de la page 77 à propos de l'écriture, puisque c'est un essai sur l'écriture et sur la littérature. La littérature m'a aussi offert les autres. Beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas la lecture semblent s'imaginer que ceux qui le font s'enferment dans un livre. J'ai toujours eu le sentiment de l'exact contraire. Il faut beaucoup de temps et de chance pour arriver à approcher, ne serait-ce qu'un petit peu du mystère qu'abrite chaque être humain. On peut partager des amitiés très fortes, vivre avec un être aimé pendant des années et un matin se réveiller et se dire incrédule « je ne connais pas cette personne ». La littérature nous apprend qu'il n'y a rien d'étrange à cela. La littérature nous apprend d'emblée que les êtres humains sont multiples, que nous sommes plusieurs à habiter à l'intérieur de nous-mêmes, que nous pouvons être multitudes à l'intérieur d'une seule peau. Une peau qui ne cesse d'ailleurs de nous montrer à quel point elle peut s'étendre et se ramasser pour accommoder nos changements de taille et de poids, pour engendrer et abriter un bébé. Voilà, rapidement, parce que je ne veux pas passer trop de temps, mais voilà, c'est un très beau texte, puisqu'il était question d'ailleurs de la peau, du lien entre la littérature et le corps, et la peau mouvante, la peau changeante. L'extrait de Funambulé qui est choisi en quatrième de couverture, qui a été choisi en quatrième de couverture par les éditeurs, naître, c'est d'abord perdre les os, naître, c'est être tiré de la bulle ondoyante qui nous berçait dans sa caresse liquide. Vous voyez donc vraiment la question de ce lien entre la littérature, la lecture, l'écriture et le corps est vraiment très présent dans ce texte-là. Alors Funambulé, en plus, moi, outre le côté migratoire, évidemment, le côté un petit peu déstructuré de ça, c'est-à-dire le funambulé, c'est le parti pris de l'errance, ça m'a rappelé aussi un texte, ça établit des ponts pour moi avec un autre texte, un essai sur la littérature qui est Literature, qui ne parle pas du tout des littératures mauriciennes ou de l'océan Indien, mais qui est Literature de Ross Chambers. Donc voilà, texte sur l'écriture, ça ramène de manière peut-être plus proche d'ailleurs en termes d'esthétique et en termes de terrain au rhizome, non pas selon Deleuze, mais le rhizome de Deleuze et Guattari, réécrit, repensé, reformulé par Édouard Glissant. Donc ce texte de Shehnaaz Patel, et puis autre texte de Shehnaaz Patel, celui-là c'est un roman, Le silence des Chagos, autour du drame, de la tragédie même des Chagossiens. Il y a un autre roman que j'ai lu qui en parle, qui là encore est un texte très récent, aux éditions Les Escales, Rivage de la colère, de Caroline Laurent. Celui-là il date de 2020, ouais, donc décidément on est vraiment sur des textes très récents, je vous l'avais dit au début. Et en fait, les Chagossiens, les Chagos, c'est quoi les Chagossiens, ce sont ces personnes qui ont été déportés de force de leur territoire natal, de leur territoire sinon ancestral, du moins multigénérationnel, lors de l'indépendance de l'île Maurice. Je lis d'ailleurs ce qu'il y a écrit en quatrième de couverture qui permet d'exprimer ça clairement. Le silence des Chagos, basé sur une histoire vraie, est un des rares livres à explorer cette tragédie méconnue. Le drame intérieur des Chagossiens, leur déportation et leur existence de déracinés à l'île Maurice depuis que Diego Garcia est devenu une base militaire américaine à la fin des années 60. Alors, les Chagossiens, ce sont des habitants d'un archipel qui faisait partie
qui fait partie des Seychelles, je crois, je ne sais plus bien, qui se situe très très au nord de l'île Maurice, au milieu de l'océan Indien, vraiment un peu au milieu de nulle part pour le coup, de l'océan Indien. Et lors de l'indépendance de l'île Maurice, avec la décolonisation, l'Empire britannique a négocié avec les États-Unis de manière à donner, en quelque sorte, à octroyer cette île de Diego Garcia aux Américains pour qu'ils en fassent une base navale et aérienne d'observation à l'époque de la guerre froide, ce qui impliquait que l'île devait être entièrement vidée de ses habitants. Et donc du jour au lendemain, ces personnes à qui on n'avait rien dit du tout, et cet élément de surprise, de soudaineté, de trahison, de devoir comme ça en quelques heures, en moins d'une heure dans le silence des Chagos, c'est vraiment raconté avec une très grande violence, et c'est extrêmement dur. Enfin, les deux livres démontrent vraiment très bien le caractère tragique de ce qui s'est passé. Donc ces personnes ont dû, en quelques heures, on leur avait rien dit, un grand paquebot est arrivé, on leur a dit, ben voilà, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre comme affaire, vous partez, vous ne reviendrez jamais. Alors il y en a certains à qui on a fait croire que peut-être ils reviendraient, ou à qui on ne l'a pas exprimé très clairement, ou à qui ça a été dit mais qui ne l'ont pas cru, tellement ils étaient sidérés pour le coup au sens fort. Mais voilà un petit peu la situation. Et donc Shehnaz Patel en 2005, Caroline Laurent en 2020 ont toutes deux consacré un roman à cette tragédie et donc à l'après, c'est-à-dire la manière dont les Chagossiens se sont retrouvés déracinés, exilés à Port-Louis sur l'île Maurice, comme une sorte de mauvaise conscience de l'indépendance. C'est-à-dire au moment où tous les Mauriciens étaient heureux de la décolonisation, de l'indépendance, eux, ils étaient là à dire, nous, on a tout perdu, on nous a tout enlevé, on nous a arrachés à nos terres, et on n'a même pas vraiment de quoi vivre, parce qu'ils se sont retrouvés dans des bidonvilles, dans une misère terrible, à devoir prendre les travaux et les tâches dont personne ne voulait. Donc ça a vraiment été quelque chose d'épouvantable. Je vais vous lire un extrait justement de ce que je racontais, le moment de l'arrachement, le moment du déracinement. Le Nordvert n'avait pas bougé de l'embarcadère, sa masse blanche accrochée au bout de la jetée comme la tête d'un marteau. C'était donc pour cela sa venue silencieuse, sa venue en traître. Il n'attendrait pas. C'était son dernier voyage, leur avait-on lancé, et ils devaient tous embarquer jusqu'au dernier. Mais leurs affaires, leurs maisons, pour aller où ? 1 heure, ils avaient 1 heure, pas 1 minute de plus. Une série d'images brouillées se télescope dans la tête de Raymonde. Elle se souvient vaguement de la course qui les a ramenés dans leur case, de l'agitation fébrile et aveugle pour tenter de choisir ce qu'ils prendraient ou pas. On ne décortique pas sa vie comme une noix de coco. Il fallait tout emporter, mais comment ? Il n'avait même pas de valise. Elle avait jeté un grand drap à terre et y avait accumulé tout ce qui lui tombait sous la main. Quelques vêtements, des oreillers, 2 casseroles, les trésors que les enfants y ajoutaient, un coquillage nacré, des toupies en graines de filao, des baguettes de cerf-volant, le chien. Le chien ? Comment empaqueter toute une vie en 1 heure ? Tout ce qu'ils avaient pu emporter au final, c'était quelques paniers tressés, déformés par les effets qu'ils y avaient fourrés, une vie dans un panier, où elle mettait au mieux 1 semaine, la ration de 7 jours chez le magasinier. Avec son mari et ses 3 enfants, Raymonde avait traîné les paquets jusqu'au ponton. Autour d'eux, autant de vie dans des sacs et des ballots mal ficelés que les uns et les autres tiraient dans le sable. Des piétinements sourds, un étrange chenal qui ne cessait de se creuser en travers de la plage, ramenant tous leurs mouvements vers la jetée. Elle s'était laissée porter par le flux. Le chapeau de paille qu'elle tenait à la main lui avait échappé. Pas un souffle de vent. Elle s'était retournée pour le ramasser. Son mari l'avait devancée et s'était penché en avant malgré les ballots entassés sur son dos. En relevant la tête, il vit se découper sur la mer calme un champ de fleurs beiges, respirant doucement sur la courbure d'une colline brune. C'est un très bel exemple de la façon dont une écriture extrêmement belle, extrêmement attentive aux choses, aux objets, aux sensations, aux sentiments, aux impressions psychologiques, peut, dans cette beauté même, par cette beauté même, dire le drame. Et c'est un... Voilà, le roman de Shehnaz Patel est vraiment très émouvant. Dans un autre registre, un petit peu plus documenté, un petit peu plus journalistique peut-être, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, le livre de Caroline Laurent, qui fait quand même 400 pages, donne beaucoup plus de détails en fait sur exactement ce qui s'est passé, sur les dates, les moments, etc. Ça fictionnalise parce que les personnages sont des personnages inventés. Alors ce sont des personnages qui portent des noms
fictionnels, etc., mais qui sont très largement inspirés de situations réelles, de faits et de personnages réels. Et il y a aussi une postface qui explique aussi le point de départ de l'écriture et qui donne d'ailleurs aussi des documents dans lesquels Caroline Laurent aussi part. Vous voyez, il y a une photo, il y a un article de presse, aussi une coupure de journal qui montre effectivement quels ont été les points de départ de l'écriture et comment, après des années et des années et des années à connaître cette histoire, à se l'approprier, ça a fini par cristalliser et par donner lieu à ce roman. Alors, qui est un roman, comme je le disais, beaucoup plus réaliste, historique, documenté. Et donc je trouve que ça fait un contrepoint ou une sorte de diptyque assez complémentaire en fait avec le livre de Shehnaz Patel. C'est pas du tout le même type d'écriture et je pense voilà, moi j'y ai trouvé mon compte, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui préféreraient ou préféreront cette écriture-là et d'autres plutôt celle de Shehnaz Patel qui est un petit peu plus poétique, un petit peu plus elliptique peut-être. Voilà, mais c'est vraiment très 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 chouette le livre de Caroline Laurent est très, 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 très frappant aussi, très marquant. Et j'ai noté plein de pages, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Ouais. Alors c'est un roman qui prend effectivement les points de vue d'un certain nombre de personnages, des gouverneurs, enfin qui montre aussi comment à un moment donné, plusieurs années après le déracinement, après l'exil forcé, les Chagossiens ont essayé de prendre leur destin en main, de protester, d'intenter une action en justice contre le gouvernement britannique, comment ils se sont fait manipuler par le gouvernement britannique. Enfin, il y a tous ces éléments qui sont très documentés, qui sont vraiment présents dans le livre. Bon, je vais lire une page, un paragraphe. Page 163. Alors, en fait, je ne vais pas le lire parce que ça va donner l'impression vraiment que le livre ne raconte que ça. C'est la page 162-163 et ça raconte en fait là aussi le moment où le paquebot, donc c'est la même histoire en fait ici malheureusement, c'est tout le chapitre dans lequel en janvier 71, les Îlois, comme ils sont appelés, les habitants de Diego Garcia sont arrachés et doivent en fait quitter l'archipel en emportant quelques affaires, en ayant très peu de temps pour se retourner. Donc du coup, je ne vais pas lire ça, parce que je ne veux pas justement donner l'impression que chacun des deux romans ne parle que de ça, puisqu'il raconte plein de choses aussi. Le journaliste, là c'est l'indépendance. Je vous raconte autre chose. Août 67, c'est l'indépendance. Le journaliste brailla plusieurs fois le nom de Ramgoolam. Un Indien devenait le premier dirigeant de la République mauricienne. Il imagina le sourire de revanche de sa sœur, la mine blafarde de son père, les banderoles bleues du parti mauricien dans son dos, inutile. L'indépendance, c'était la défaite des créoles, des blancs, des catholiques. Geneviève s'accrocha au cou de son mari. Molinard aussi avait les yeux humides. Le colonialisme guillotiné, le commerce en danger. Les commentaires du journaliste s'enchaînaient, mais plus personne dans le garage ne les écoutait. 7 août 1967, le peuple avait posé son doigt sur la carte du monde et ce monde avait cessé de tourner un instant. Gabriel demanda à Molinard la permission d'envoyer un télégramme à sa sœur. Les lignes étaient saturées. Besoin d'air. Il sortit et prit le chemin de Pointe-Marianne. Référendum ? C'est quoi ça ? Incapable de prononcer le nom correctement, Marie éclata de rire. C'est un nom latin, voulut-il expliquer, mais savait-elle seulement ce qu'était le latin ? Il se reprocha aussitôt cette pensée. Ce genre de réflexion le traversait de temps en temps, comme la résurgence d'une mauvaise herbe impossible à détruire. Un référendum, c'est un grand vote auquel il faut répondre par oui ou par non. Allongé près d'elle, il caressa ses jambes nues, remonta jusqu'à son ventre bombé. L'indépendance de l'île ne la préoccupait guère. Tu sais que les Chagos dépendent de Maurice ? Pour nous aussi, il peut y avoir des conséquences. Il se souvenait des angoisses de Molinard quelques mois plus tôt. La demande en copra serait-elle toujours la même après le départ des Anglais ? Marie se redressa sur ses coudes et lui jeta un regard contrarié par la peine de me crier. Elle se leva, attrapa sa robe pour se rhabiller. « Tu vas où ? Prendre Suzanne à la case Angèle. »« Pardon. C'est juste que cette nouvelle me perturbe, voilà. » Elle haussa les épaules. « Je vois pas pourquoi. Craser les maîtres, c'est toujours bon, non ?
Voilà, donc l'indépendance racontée, alors du point de vue d'une relation interraciale aussi, mais depuis l'île de Diego Garcia. Donc ça se passe à Diego Garcia, et c'est évidemment le début des événements qui finiront par mettre en branle l'exil forcé des Chagossiens. Rivage de la colère de Caroline Laurent. Et puis deux textes, un dont je vais parler très rapidement parce que j'en ai déjà parlé, j'avoue que je ne sais plus dans quel numéro de Je range mon bureau, j'ai toujours pas eu le temps ou pris le temps de faire un index. Mais voilà, j'ai parlé de ce livre peu après l'avoir lu. Là encore, c'est des éditions Projectiles. Davina Itu, c'est là aussi une jeune écrivaine très contemporaine, donc mauricienne, qui je crois est professeure à l'université maîtresse de conférence en fait à l'Open University of Mauritius. Donc elle est à Maurice, elle n'est pas dans la diaspora. Et c'est un texte extrêmement beau sur justement le mélange des cultures, le mélange des histoires et la manière dont un certain nombre de personnages, 3 personnages en fait féminins, différents, appartenant à des cultures différentes aussi, se retrouvent en fait dans le creuset mauricien, soumise en fait au patriarcat. Et donc c'est un très très beau texte, moi je trouve un très beau texte anti-patriarcal. Bon, j'avais eu l'occasion d'en parler, donc je n'en lis pas d'extrait, mais lorsque les cerfs-volants se mettront à crier, je ne sais même pas si j'ai lu le titre à voix haute, j'ai montré la couverture. Et Davina Itu, alors j'ai pas eu le temps encore d'approfondir, mais Davina Itu, elle a écrit un autre livre, et ce livre-là, il a été publié aux éditions Atelier des Nomades, comme ce texte que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce texte s'intitule Misère. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas lu, mais c'est pour vous dire que c'est extrêmement prolifique. Donc la littérature mauricienne, depuis plus d'un siècle maintenant, a été prolifique. Il y a eu énormément de poésie, énormément de romans aussi, d'essais, etc., de textes courts. Mais depuis quelques décennies aussi, il y a un véritable emballement, une véritable créativité. Voilà. Donc, le texte de Davina Itu, j'en avais déjà parlé, mais c'est une vraie recommandation. Et puis je terminerai par un texte, là encore paru très récemment, 2021, je crois, 2022. Amenat Jahangir Choju, je ne me risquerai pas à penser que j'ai prononcé correctement son nom, empreinte sur l'île curieuse. Et ce texte-là, il est très différent des autres parce que c'est paru chez L'Harmattan en 2022. Alors L'Harmattan qui a une collection Lettres de l'océan Indien que j'ai découverte à cette occasion-là. Et quand on voit dernier titre paru, on voit qu'il y a énormément de choses là encore. Alors évidemment, ça n'est pas que des Mauriciens, que des romans mauriciens, mais là encore, on voit une véritable énergie, un véritable dynamisme de cette scène littéraire-là. Et ce texte, comme alors je vous disais qu'il est très différent des autres. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un texte, il est court, il y a d'autres livres courts dans ce que je vous ai présenté, mais ce roman, en fait, roman historique, c'est bien marqué d'ailleurs, il se présente comme tel. C'est un roman historique dans ce sens qu'il colle le plus possible à la réalité historique à partir des documents qu'a rassemblé l'autrice. Et en fait, l'autrice, c'est une enseignante et une chercheuse, et on sent qu'elle est véritablement et profondément historienne, puisque par la fiction, elle a voulu essayer de rendre compte d'un épisode, là encore. Alors, c'est pas un épisode, c'est pas les Chagos, c'est pas l'exil forcé des Chagossiens, c'est 150 ans plus tard, presque l'acte 1 de tout ce dispositif de première diaspora liée à quoi ? Liée à l'esclavage, c'est qu'en 1829, je vais vous lire la 4e de couverture, c'est extrêmement bien expliqué, je ne vois pas pourquoi je bafouillerai bêtement. En 1829, donc voilà ce qui se passe, voilà ce dont parle le livre qui va s'étendre sur les 30-40 années qui suivent. En 1829, les esclaves lépreux de l'île Maurice sont déportés à Curieuse, une des îles de l'archipel des Seychelles. Ils y vivront jusqu'à la fin de leur vie sous la surveillance des autorités coloniales britanniques. Ce livre raconte leur vie, péripéties souvent dramatiques, parfois drôles, toujours émouvantes. Au confluent des mouvements migratoires dans l'océan Indien, ce roman historique met en lumière des hommes et des femmes oubliés de l'histoire.
En faisant entendre leur voix, l'auteur, encore, l'autrice, restitue la vie de la léproserie consignée par l'administration britannique, tout en s'inspirant de la vie des esclaves de ces îles pour romancer le destin de ces bannis, une page d'histoire bouleversante. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est pour ça qu'il est complètement à part, c'est que là, pour le coup, un certain nombre des personnages qui prennent la parole, alors c'est le dispositif polyphonique, c'est ça qui est intéressant, c'est quand même un texte qui se veut roman historique, collant le plus possible à l'histoire, utilise ce qui est un ressort qui était encore extrêmement rare et relevant du roman moderniste jusqu'à il y a 40 ou 50 ans, qui est en train de devenir une forme presque majoritaire, qui est le récit à plusieurs voix, avec un narrateur différent par chapitre, etc., etc. Et donc, avec ce dispositif-là, Amina Jahangir Choudhou, elle choisit de faire parler un certain nombre de personnages, dont certains ont vraiment existé. Là, pour le coup, c'est vraiment sous leur nom, et notamment je crois en fait que le seul personnage qui est véritablement inventé, c'est le personnage de la vieille esclave, de Katiche Vieille, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle a expliqué ça quelque part. Tous les personnages ont existé. Ah non, c'est le contraire, oui, j'étais pas sûr. Tous les personnages ont existé, à l'exception d'Alcindor le marin. Les noms des esclaves lépreux, de leurs maîtres, des administrateurs, etc. sont authentiques, tout comme les noms des bateaux. Les événements marquants de la vie de la léproserie sont tous historiques. Les vies antérieures et postérieures au séjour des protagonistes à Curieuses sont fictives, mais inspirées de celles des nombreux esclaves et libres qui ont vécu dans les îles de l'océan Indien. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'elle s'est inspirée, elle a beaucoup lu de récits d'esclaves, d'autobiographies d'esclaves et d'autobiographies de libres, donc d'esclaves libérés, qui se sont libérés ou qui se sont affranchis. Et donc elle a essayé un petit peu en petit roman, il est court, un roman historique de 100 pages, elle a essayé vraiment de mettre tout ça, de synthétiser tout ça, et j'étais un peu sceptique au départ, parce que j'avais peur que ça soit un peu didactique, et en fait non, c'est vraiment très bien, j'ai bien aimé ce texte-là, qui n'a pas du tout les mêmes objectifs formels, ou qui ne s'inscrit pas du tout dans la même dimension que les autres textes de prose narrative dont j'ai parlé, mais qui est très réussi à cet égard-là. Voilà, et donc un épisode, pour le coup, une page d'histoire bouleversante et méconnue, voilà, alors, là encore, déjà l'île Maurice, je terminerai là-dessus, mais c'est un peu par ça que j'avais commencé ma communication, c'est que l'île Maurice est un territoire qui est plus connu en tant que destination touristique, malheureusement, mais c'est un territoire qui est déjà un peu aux marges, c'est un territoire dont beaucoup de gens pensaient, il n'y a encore pas si longtemps, qu'il faisait partie des Antilles. C'est un territoire très singulier, puisque c'est un territoire dont la langue dominante majoritaire est le français, alors que ça a été une colonie de l'Empire britannique pendant 150 ans et que l'anglais en est encore la langue officielle, alors que quasiment personne ne parle l'anglais comme langue maternelle. Voilà, donc c'est un territoire qui est extrêmement singulier, qui est un territoire périphérique à de très nombreux titres, périphérique au sens du center versus periphery de l'orientalisme d'Edward Said, mais il y a donc déjà cette dimension-là. Alors ce qui est intéressant, que ce soit avec les romans qui narrativisent ou qui fictionnalisent le déracinement des Chagossiens, ou que ce soit avec ce texte sur la déportation des esclaves lépreux sur l'île Curieuse, empreinte sur l'île Curieuse, on est dans les marges de l'histoire mauricienne, qui est déjà souvent perçue comme aux marges de l'histoire mondiale, voire même de l'histoire coloniale et postcoloniale. Moi, ça fait de nombreuses années que je lis des textes mauriciens, et notamment Ananda Devi, qui est une très grande figure des lettres mauriciennes, mais c'est très rare en fait que l'expérience mauricienne, qu'elle soit coloniale ou postcoloniale, soit étudiée dans les études postcoloniales. Il y a très peu de... Il y a énormément de production primaire, mais il y a assez peu de colloques, de conférences spécifiquement consacrées à Maurice et au cas très particulier et en fait extrêmement emblématique et extrêmement intéressant que représente l'île Maurice. Bon, on essaie d'y travailler. Voilà, donc c'était une petite présentation d'un certain nombre de textes ultra contemporains par des écrivaines mauriciennes, et il manque, comme je vous l'ai dit, Mariam Cheikh Farid, Le syndrome de l'accent étranger. J'ai plus le livre, je l'ai prêté, mais je vous en parlerai une prochaine fois.